Bonsoir. Alors, bon, on commence une nouvelle année de séminaire. Alors, on disait avec Bastien quand même que ce que nous faisons ici, on l'appelait la philosophie sale, non la philosophie sauvage, la philosophie sale, dans le sens que c'est une philosophie qui est à l'épreuve de la réalité. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas contre la philosophie académique, loin s'en faut, en rien, pas au contraire, c'est-à-dire on apprend, on étudie grâce à des collègues qui travaillent plutôt dans le cadre de l'académie. Mais disons que c'est une façon de philosopher, de travailler qui part des questions du terrain, des questions dans des situations concrètes et à l'épreuve de ces situations concrètes. C'est pour ça qu'on disait c'est une philosophie sale. Hein, c'est une philosophie sale un tout petit peu en évoquant les mains sales, non, la philosophie sale. Et alors, cette année, les années précédentes, on avait commencé petit à petit monter vers l'étude des changements des paradigmes, d'époque, n'est-ce pas? On avait vu l'éclatement de ce qu'on appelait le mundo del ser, non? Colonial, la crise de l'Occident. On a commencé à voir aussi les nouveaux sujets de l'agir. Et on avait quand même pas mal évoqué la question du contre-pouvoir comme action, en disant que le contre-pouvoir, c'est pas ce qui s'oppose à un pouvoir, c'est, de notre point de vue, effectivement, c'est que le collectif, avec Chiapas, avec les Santerres, etc., développe depuis un certain temps comme les nouveaux modes d'agir dans cette horizontalité, sans un sujet, sans une avant-garde, etc. Cette année, on va directement aborder ça, on va faire référence un tout petit peu à ce qu'on a développé plus épistémologiquement, plus théoriquement l'année précédente, mais on va se centrer plus dans la question de l'agir concret et de l'agir concret dans le sens de la résistance et la création, etc. À partir quand même de, effectivement, cette hypothèse de développer les théories, les pratiques de contre-pouvoir, qui part de l'hypothèse d'il y a maintenant un peu plus de 20 ans, qui est que le pouvoir est le lieu de la gestion, c'est le lieu d'une certaine impuissance pour changer le monde, et que le lieu de la puissance, c'est la base, l'horizontalité de la base, multiple, etc. En sortant un tout petit peu du piège, un tout petit peu occidental, de la binarité occidentale, non? Pouvoir contre pouvoir, mais dire au fait, al mundo del ser, al mundo colonial, ce qui s'oppose, ce n'est pas le monde de l'estarciendo, le monde colonisé, sinon des mondes, une multiplicité. Et ce qu'on disait aussi, c'est que la crise de l'Occident a fait que celui qui s'est considéré cette population, cette civilisation, cette culture qui s'est considérée comme la culture universaliste, humaniste, etc., bah, était devenue une tribu parmi les autres. Hein. C'est-à-dire que l'universalisme devient, il fonctionne comme une tribu parmi les autres et absolument questionné dans une sorte de relativisme culturel qu'effectivement nous n'adhérons pas au relativisme culturel, on a développé ça, on va revenir. Bien, alors les points de départ de cette année pour parler de la résistance, il faut dire quand même que pour la petite histoire, nous avons travaillé, comme vous savez, depuis environ 3 ans, non, avec des gens en Amérique latine qui travaillent dans des communautés indiennes, dans des communautés indiennes, dans des différentes populations, que ce soit Guarani, Mapuche, ou Chiapas, etc. On a palabré, discuté, élaboré, en essayant de comprendre par où pouvaient passer les voies de l'émancipation, de la résistance, aujourd'hui que nous pouvons considérer comme caduques les voies occidentales d'émancipation, qui sont celles de la prise du pouvoir, de la centralité, etc. Alors, on a travaillé pendant 2-3 ans avec eux,
et on a fait un petit groupe qui était chargé d'écrire un tout petit peu quelques conclusions de ce travail, dans lequel il y a Raúl Siveci, qui est un militant intellectuel uruguayen qui vient de Tupamaros, qui est quelqu'un qui a beaucoup été accompagné au Chiapas, le subcommandant de Marcos, qui était beaucoup avec Evo Morales et avec la contestation, bon, avec Evo Morales et aussi avec la révolution. Bon, alors lui, il a travaillé avec nous. Il y a Ariel Penissi, qui est un membre du collectif Malgré tout depuis très longtemps, quand nous, on était dans l'occupation des terres dans la région de Moreno, en Argentine, donc ça fait plus de 20 ans. Alors, les livres, qui sont des livres de conclusions et hypothèses, va sortir d'abord en espagnol, après en italien, mais avec Bastien, on a repris tout ce travail un peu plus en détail, et on est en train de finir aussi un bouquin que lui va sortir d'abord en France, qu'on appelait modestement contre-offensive, non? Voilà, non? Alors, bon, effectivement, bon, comme on va parler d'engagement, de résistance, etc. Et l'actualité, comme on dit, l'actualité fait que plutôt que de commencer d'une façon ordonnée par les points qu'on voulait développer, on voudrait quand même parler un tout petit peu et échanger avec vous et avec les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et ceux qui regardent après sur YouTube, vous savez bien que vous pouvez aussi écrire vos questions et vos interventions sur le site du collectif Malgré tout. Nous, on lit tout. On donne l'importance à rien. Non, on lit tout et on tient compte de tout, etc. Alors, effectivement, il y a deux choses. Une toute petite chose que je voulais commenter aujourd'hui, et une beaucoup plus importante, que c'est ce qui s'est passé au sud d'Israël, n'est-ce pas? Et par rapport à l'engagement, on va parler un tout petit peu de ça au départ, avec vos points de vue, les points de vue en direct, ceux qui sont de côté donc, de l'écran. Mais le petit événement, mais tout petit à côté de ce dont on va parler, c'est que c'est lui qui dirige la résistance, le front de résistance patriotique, je sais pas comment il s'appelle, non, je sais pas, en Afghanistan, qui est le fils du commandant Massoud, Mohamed Massoud, m'a proposé de faire un dialogue autour du sujet de la résistance. On a fait un dialogue, c'était très intéressant. Une partie de ce dialogue va sortir sur Philomag, avec un journaliste très sympa qui était là et qui vraiment bien mené la rencontre. Mais bon, c'est-à-dire, j'ai pensé utiliser ça aussi parce que la discussion avec l'Afghan, c'était effectivement, avec Massoud, c'était autour de comment il comprenait lui la résistance. Et moi, en tant qu'ancien responsable militaire d'une guérilla, non, je n'étais pas le responsable militaire, j'avais des responsabilités militaires, je dis ça parce que je n'avais pas de responsabilités politiques, c'est ça que je veux dire. Non? Mais aussi, quelqu'un qui est aujourd'hui en Amérique du Sud, en Argentine, etc., milite et travaille depuis très longtemps dans la construction des nouveaux modes de résistance, n'est-ce pas, des contre-pouvoirs. Alors, la discussion était autour de ça. Et alors, je vais revenir, mais d'abord, on va aller directement à la question quand même de l'actualité. Un point qui vraiment s'articule beaucoup avec ce qui s'est passé au sud d'Israël, voilà, avec Hamas, c'est que à un moment donné, j'ai dit à Massoud que nous, pendant très longtemps, les modes de résistance typiques des nations indiennes étaient ce qu'on appelle une résistance de longue durée, et que nous, on appelle résistance construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance passe par construire des modes de vie, des productions, d'échanges, non? Culturels, artistiques différents, alternatifs, non? Et de temps en temps, effectivement, dans cette résistance de longue durée, 5 siècles,
Ça s'appelle chez nous la nuit de 5 siècles, hein, la noche de 5 siglos. De temps en temps, cette résistance prend des formes d'affrontements plus ou moins intensifs, n'est-ce pas? Ça commençait très très mal avec le début du génocide, hein, parce que c'est un génocide qui dure depuis 5 siècles, mais à la fois une résistance à ce génocide du vivant, de la culture et de l'environnement. Hein, c'est-à-dire le colonialisme, voilà. Alors, nous, on parlait avec Massoud, je lui ai expliqué que, effectivement, là, tu as des chaises, il y a plein de chaises. Je lui ai expliqué que pour nous, dans tous les cas, les groupes de résistance guévaristes, pour nommer, parce qu'il y a eu beaucoup de guérillas en Amérique latine, moi, je parle que de Tupamaros, ERP, MIR, et LN, que c'était la guérilla guévariste. Alors j'expliquais que les modes de résistance et de travail étaient toujours un mode très très lié au développement d'un contre-pouvoir, des contre-cultures, des développements d'une subjectivité, des arts parallèles, d'éducation parallèle. C'est-à-dire qu'il y avait toute une montée de façon plus intensive ou plus diffuse d'une réalité alternative. Dans cette réalité alternative et dans la contestation aux différentes dictatures, il y avait des dimensions d'affrontements plus ou moins intensifs, des insurrections ou des groupes armés comme nous, qui en avaient un certain niveau, disons, opérationnel assez grand, comme pour attaquer des garnisons, braquer des banques, des trucs comme ça. Mais je l'expliquais à Massoud, et ça c'est un point pour ce qu'on va parler de l'actualité aujourd'hui. Ce que j'ai expliqué à Massoud, c'est que nous, on était tombé dans les pièges que quand les dictatures latino-américaines, avec ce qu'ils s'appelait les plans Condor, sont devenus féroces, quand ils ont décidé qu'il fallait éliminer toute une génération, non? Toute une contestation pour que ça ne revienne pas. Quand la répression était devenue féroce, tous les peuples, non, dans toutes ces expressions de désaccords, de contestations, etc., s'étaient retirés, horrifiés. Et nous sommes tombés dans le piège de la spécularité, c'est-à-dire que les organisations de guerriers sont tombées dans le piège de vouloir suppléer au non-protagonisme populaire un protagonisme armé. Et c'était quelque chose qui s'était dit comme ça, et tout le monde, par exemple, je me souviens des syndicalistes révolutionnaires qui étaient en tôle avec moi, des ouvriers comme ça, qui disaient, bon, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Non, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on s'est détaché par un actionnaire, un mode d'action trop spécialisé, trop militarisé, trop technique militairement. Et on est tombé dans une sorte d'affrontement appareil contre appareil. Et la vérité, c'est que ça, c'est un constat partagé par Luis Marie, le commandant en chef, par d'autres avec lesquels j'écris, on a travaillé, ce n'est pas un constat marginal. Hein. Nous sommes rendus compte, après coup, très après coup malheureusement, que du moment où on a voulu suppléer à la résistance création, la résistance longue durée, comme je décris, n'est-ce pas, on a voulu suppléer au reflux de cette résistance-là, on a voulu suppléer ça avec un actionnaire beaucoup plus fort, militaire, beaucoup plus technique. Dès le moment qu'on a pris cette décision, on était vaincu. Après, ils nous sont laminés. Mais dès le moment où on a pris la décision, pourquoi? Parce qu'on était entré dans des pièges de la bipolarité, vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y avait des théâtres, des syndicalistes, des hippies, des féministes, des indigénistes, je ne sais rien, vous voyez, tout, des coopératives, tout ce qu'il y avait comme mouvement qui montait de temps en temps avec la correction, de temps en temps, nous, on attaquait une garnison, mais vous voyez, mais c'était un truc, pendant qu'il y avait cette épaisse et profonde mode de résistance, non, qui correspondait à cette longue résistance, hérité effectivement de la sagesse des peuples indiens qui, malgré les génocides, ça fait 5 siècles qu'ils résistent, qu'ils existent et qui non subsistent, existent. Et alors, donc, j'expliquais ça à Massoud en disant que, voilà, alors j'ai demandé, les journalistes aussi, Nicolas demandait, bon, mais la question c'est quel mode de vie, en quoi on est supérieur, vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, à un moment donné,
quand on tombe dans la bipolarité, résistance armée contre dictature, la question que se pose, c'est en quoi toi, tu proposes un mode de vie supérieur que les modes de vie qui imposent la dictature, vous comprenez? Parce que tant qu'il y a tous les phénomènes multiples, les processus multiples et variés de ce qu'on appelle la résistance-création, la supériorité était évidente. Les mondes, la vie qu'on était en train de construire, non qu'on désirait une fois pris le pouvoir, n'est-ce pas? Les mondes de vie qu'on développait étaient plus désirables que la dictature. Par contre, quand tout à coup les détachements et des commandos qui ont été surentraînés, etc., quand nous, on a continué malgré le reflux, effectivement, la question ne s'est posée pas comme ça. Les gens ne posaient pas la question comme ça. Mais dans la pratique, c'est ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, ils retiraient l'appui. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus les représentants, parmi d'autres, d'un mode de vie supérieur. Vous comprenez? Supérieur à la dictature. Et alors, ce qu'on parlait avec Massoud, c'était ça. Je lui disais, bon, mais écoute, est-ce que, voilà, c'est-à-dire, c'est les journalistes surtout qui posent cette question, c'est-à-dire, est-ce que c'est clair en Afghanistan, pour le peuple afghan, est-ce que c'est clair qu'est-ce que vous proposez est supérieur? Alors, moi, je disais, bon, par exemple, par rapport à ce qui est les points les plus forts, qui est les points de l'oppression des femmes, non? La répression, l'oppression des femmes. Est-ce que... Et alors, Massoud me répondait qu'ils avaient essayé de faire ça, donc d'être dans, c'est-à-dire les poissons dans l'eau, comme on dit, hein, les poissons dans l'eau. Hein. Et il m'a dit qu'au bout d'un certain moment, ça n'était plus possible. Et là, il est venu le point compliqué, parce que moi, je l'ai dit, que nous, on avait toujours refusé de faire de la géopolitique, c'est-à-dire on a toujours refusé, parce qu'on était radicalement opposés aux Américains et à l'impérialisme américain, d'être avec les Russes ou avec les Soviétiques ou avec les Chinois. Que nous, on avait toujours été absolument indépendants et on n'avait jamais créé des liens avec des puissances par rapport au jeu géopolitique. Et là, il m'a répondu quelque chose, c'est là le point, il me semble un point très très important de ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Là, il m'a répondu que non, qu'eux, ils ne peuvent pas. Et effectivement, bon, je ne vais pas vous raconter les détails, mais en plus, il y a eu des détails assez, des effets de théâtre qui ont démontré la chose. Mais effectivement, bon, là, il y a eu comme une très amicale, tout, hein, mais il y a eu quand même une différence très claire, non? Dans le sens de dire, bon, nous, on s'arme comme on peut, on s'organise avec ceux qui nous appuient et on y va de l'avant en assumant cette bipolarité, cette symétrie, n'est-ce pas? Et donc, bon, voilà, c'est-à-dire, effectivement, nous, toute l'année, on va développer ce qu'on a travaillé avec nos amis et ce que nous avons développé de notre côté, qui est justement à quoi correspond à penser et agir dans la complexité sur le point de la résistance, sur le point de cette résistance de longue durée, cette résistance qui peut accepter cette idée que, là, ça semblait délirante lundi quand j'étais avec lui, qui est de dire parfois, il faut se rendre compte qu'il ne faut pas gagner. Il y a des moments dans lesquels il ne faut pas gagner. Parce que gagner, parfois, c'est tomber dans un piège total, n'est-ce pas? Parce que gagner, dans le sens linéaire, n'est-ce pas, d'une opposition bipolaire, parfois gagner, c'est la pire chose qui peut arriver. Et malheureusement, nous avons vécu ça dans plusieurs expériences, comme par exemple le Nicaragua, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a gagné. Jérôme qui pose une question par rapport à ce que tu viens de dire. Ah non, Jérôme, non. Non, désolé, Jérôme, non. Savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter de tomber dans le piège de la spécularité. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est suivre la tendance indo-américaine. Il faut savoir que notre groupe, c'était le seul qui avait des tracts en quechua et en espagnol, par exemple, n'est-ce pas? Cette tendance qui était à la base, de laquelle j'ai participé, la vérité, qui était celle de la construction d'une réalité comme objective en soi. Vous voyez, c'est-à-dire, nous, on postulait quelque chose que pour la direction, qui était un peu trop occidentalisée, trop marxiste,
c'était incompréhensible. Nous, on disait, ce qui est en train de, par exemple, moi, j'étais responsable de tout un bidonville, pour mon organisation, hein, le RP, j'étais responsable de tout un bidonville énorme, il y avait 120 000 habitants, et on avait organisé des écoles parallèles, des ateliers parallèles, des distributions de l'eau, des vaccinations. On avait un dispensaire, bon, comme médecine de mon côté, j'avais. Bon, on avait organisé, il y avait toute une organisation d'assemblée par secteur du bidonville qui décidait de devenir. Et à un moment donné, moi, je me souviens que j'ai écrit des documents avec d'autres en disant, mais l'objectif, on est en train de l'avoir. Et la réponse, voilà, la réponse, c'est qu'on envoyait dans une région très éloignée dans laquelle les combats étaient très très forts et dans lesquels il n'y avait pas de taxis après un combat, vous voyez, c'était au milieu de la journée pour voir si j'ai changé les idées. La réponse était niet, non, c'est-à-dire on m'enverrait un coup de pied au cul vers un autre front beaucoup plus militaire. Mais l'élan était là et l'élan venait de la base. Hein. Par exemple, une fois j'avais été sanctionné parce que quand il s'agissait de choisir les responsables pour l'organisation des bidonvilles, j'avais proposé un voisin qui était un Indien Guarani, qui était très actif et s'était alphabétisé en lisant des Che Guevara, des choses comme ça. Bon, c'était drôle, mais c'était pas un intellectuel du tout, mais c'était pas non plus quelqu'un qui était en dehors de la lutte. Alors moi je disais, à moi il me semble que celui-là devrait être le responsable parce que lui, il n'est pas tout à fait comme n'importe qui dans les bidonvilles, mais à la fois, il n'est pas dehors. Non. Et la première fois qu'ils m'ont sanctionné, c'est ça, ils m'ont donné la responsabilité à moi. Alors, j'ai travaillé avec lui, mais effectivement, vous voyez, c'est-à-dire, l'idée c'est ça, c'est-à-dire, l'idée c'était que, avec la tendance marxiste, léniniste, je ne sais pas trop, mais bon, même léniniste de la direction, malheureusement, les pièges étaient trop gros, hein, et bon, voilà, c'est-à-dire, par exemple, là, l'endroit qui s'appelle Tucumán, c'est une jungle comme ça, où à tout prix, le commandant en chef, il voulait lancer une guérilla rurale, mais contre toute logique, n'est-ce pas, etc., il a lancé. C'était un front seulement de lutte, n'est-ce pas? Or, dans cette région-là, les RP avaient même gagné des élections dans les petites périodes démocratiques. Ce sont des, je ne sais pas comment on dit, ingenios azucareros, comme on dit, de sucre, comme on dit, le truc où il y a des cannes à sucre, comme on dit. Canne à sucre, vous avez entendu parler. Des plantations. C'est des plantations plus les trucs qui font le sucre, comment ça s'appelle ça? Des raffineries. Voilà, il fallait bien qu'une Iranienne connaisse les mots en français. Alors, donc, là, il y avait les raffineries et c'était organisé, effectivement. Donc, il y avait toute une organisation très, très forte à Tucumán. Et c'est là où il va choisir de lancer un niveau de lutte, mais tout à fait décollé del niveau de lutte des Indiens de Tucumán, des ouvriers de la canne à sucre de Tucumán, chose qui a apporté une sorte de répression que la base ne pouvait pas supporter. Et tout à coup, nous sommes restés isolés en train d'aller à droite, à gauche, non, pour échapper aux militaires. Bon. Alors, pour répondre à Jérôme, mais en suivant dans les thèmes, c'est ça, c'est-à-dire ce qu'il aurait fallu faire. Effectivement, on a toujours l'air très con quand on dit qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, parce que bon, voilà. Mais dans tous les cas, ce n'était pas délirant. Il y avait toute une tendance comme ça qui disait ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'il faut faire, non? Et éviter l'entonnoir qui fait que toute cette créativité multiple, conflictuelle, variée, devient un moyen pour avoir des combattants qui vont, voilà, dans des affrontements, à tel point que moi, que j'étais représentant vraiment de l'aile bassiste, et donc je vivais grosso modo fonctionner, j'ai dû monter un grade militairement pour être écouté. Vous comprenez? Pour pouvoir défendre les positions bassistes et horizontales, j'ai fait quelque chose qui, en principe, était un peu incohérent, qui était de devenir un des commandos entraînés. Voilà. Alors, la question, pour venir à la question de l'actualité,
La question de l'actualité, ça a à voir un tout petit peu avec cette discussion, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une résistance, n'est-ce pas? Alors, pour aller directement, vous avez toutes et tous reçu la tribune qu'on a écrite avec Théo, Bastien, non, au nom du collectif Malgré tout, tu l'as reçu, non? Non. Alors, vous avez tous et toutes, pas tous et toutes, parce que tu ne l'as pas reçu. Et, alors, donc, nous avons lundi écrit une tribune qui est sortie par plusieurs réseaux et par Mediapart, etc., dans lequel on a intitulé ça « Le terrorisme est toujours réactionnaire », non? En parlant de ce qui s'est passé au sud d'Israël. Non? Et alors, bon, on justifiait un peu plus, on expliquait le titre en disant que le terrorisme est toujours un point de vue du pouvoir, hein, absolument le pouvoir, même si le pouvoir il est tout petit, peu importe, mais c'est un point de vue du pouvoir parce qu'il utilise des personnes comme moyen, n'est-ce pas? Alors c'est le pouvoir sur les personnes, et que de notre point de vue, quand un groupe, quel qu'il soit, tombe dans le terrorisme, trahit sa cause, et en cas de victoire de ces groupes-là, montre ce qui va être les pays ou la société qui vont construire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors nous disions que, grosso modo, on disait, pour revenir après point par point si vous voulez, mais on disait aussi que qu'on était très, parce que l'idée c'était de contester un tout petit peu les débats franco-français qui s'est déclenché. Non, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un débat franco-français dans lequel il s'arrache les cils entre Blanc-Bec. Et alors, au fait, le débat franco-français qui voulait dire oui, mais regardez l'oppression fasciste israélienne. Et alors, notre position est une position radicale dans laquelle on disait imaginez-vous si dans les attentats en France de 2015, quelqu'un aurait dit, quand on parlait de l'horreur du Bataclan, par exemple, quelqu'un aurait dit oui, mais regardez la politique colonialiste ou extrémiste du gouvernement français. On aurait dit on n'accepte pas. On n'accepte pas. Pourquoi on n'accepte pas? On n'accepte pas parce que l'horreur, c'est l'horreur. La barbarie, c'est la barbarie. C'est-à-dire que la barbarie est ou n'est pas. Alors, donc on était un peu écœurés parce que des jeunes femmes violées, tuées, des enfants tués, des civils métraillés, etc., nous semblait être un fait de barbarie qu'on peut comprendre, mais qui n'a aucune justification. On peut comprendre d'où vient la barbarie, de la même façon qu'on comprend d'où vient la psychose, d'où vient les cancers, et non pas pour les cancers, on peut comprendre. Mais, effectivement, nous, on disait, ce qui s'est passé là, d'abord, trahit la cause palestinienne, parce qu'effectivement, la cause palestinienne, si elle avance avec des méthodes barbares, justement, c'est ce que je disais avec Massoud tout à l'heure, en quoi elle est supérieure du pouvoir fasciste de Netanyahou auquel s'oppose, vous comprenez? C'est-à-dire, si je conteste le pouvoir fasciste de Netanyahou avec des méthodes barbares, en quoi mon objectif est plus noble que l'objectif de Netanyahou? Donc, condamne la cause palestinienne. Et après, on disait, la barbarie, elle est toute ou pas, non? Et alors, on disait qu'effectivement, bon, vous savez l'histoire de dire, bon, il y a eu des gens en France qui ont écrit en Israël, il n'y a pas de civils, non? Ou un autre communiqué qui disait, il y a eu des 150 colons morts, tués, des 150 colons tués. Bon, alors, on a dit, bon, attention, parce que vous avez entendu parler, les gens ils disent c'est moche, mais même des groupes féministes, décoloniales, des gens très radicaux, c'est comme si quelqu'un disait la fille était violée, mais elle avait une mini-jupe. Vous voyez? Alors là, on dit la fille était violée et tuée, mais elle était israélienne ou juive. Et alors on dit non, on n'acceptait pas des mais.
Une barbarie est une barbarie. Et même les barbaries que peut commettre Netanyahou ne justifient rien. Parce que, effectivement, si je m'adonne à des actes de barbarie et de terrorisme, mais voilà, il y a quelque chose qui est en soi, ça finit là. Et alors moi, je disais que l'idée de dire, bon, mais quand même, la colonisation, l'horreur, tout ce qu'on sait du fascisme à chaque fois plus fort en Israël, n'est-ce pas? Et moi, je disais, bon, mais alors, il y a eu des gens qui se sont dit, tous les groupes d'éducation nationale ils ont commis des horreurs. Et alors moi, j'ai répondu quand même que nous, on avait fait la guérilla pendant 16-17 ans, à des niveaux d'intensité militaire très, très forts, et qu'on n'a jamais commis un acte de barbarie. Jamais. Pourquoi? Parce que, comme on dit en espagnol, il y a une chanson de Los Fabulosos Cadillacs qui est très bonne, qui s'appelle Desaparecidos, et il dit, porque no somos todos iguales, parce que nous ne sommes pas tous égaux. Nous ne sommes pas tous égaux. On n'est pas symétrique. Et alors moi, je disais là, dans les trucs de discussion, je disais, nous, on n'a pas torturé les militaires. Nous, on n'a pas violé les femmes des militaires. Nous, on n'a pas fait disparaître des militaires. Nous, on a combattu que les militaires, les armes à la main, et dès que la démocratie est venue, on les a jugés démocratiquement. Alors, ce n'est pas vrai que toute lutte armée dérive vers le terrorisme. Ce n'est pas vrai. Et alors, j'ai raconté aussi un fait qui me semble quand même important, n'est-ce pas? Parce que je comprends que quand on est blanc-bec et on s'emmerde chez soi, on gamberge. Mais 10 années d'expérience de résistance dans la guérilla, je voulais raconter 2 ou 3 choses qui montrent que ce n'est pas vrai. Alors, il s'avère qu'une fois, en 17 années de lutte de l'RP, il s'agissait d'exécuter un capitaine de l'armée d'intelligence. Vous savez, intelligence, ce n'est pas qu'il résolvait des théorèmes de Pythagore. Hein. Intelligence, ça veut dire qu'il obtenait des données. Et alors, il y avait un commando qui devait l'exécuter. Le chef de ce commando, dont je n'oublierai jamais son nom, a ordonné de continuer l'opération malgré qu'il dit qu'il n'avait pas vu, mais qu'il y avait la fille, toute petite fille de 5 ans, je crois, du capitaine Viola, était là. Et la fille du capitaine Viola, dont je n'oublierai jamais, capitaine Viola, elle était morte. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Eh bien, nous, on a dit aux responsables de ces commandos qu'on les laissait fuir du pays, on a facilité le fait de fuir du pays, qu'ils ne revenaient au risque de sa vie. Ils ne revenaient plus jamais au pays, n'est-ce pas? Et on a dit publiquement qu'on avait commis un crime, qu'on demandait pardon à l'armée et au peuple argentin d'avoir commis un crime, comme ça on l'appelait un crime, n'est-ce pas? Et on a dit qu'on avait sanctionné les crétins qui avaient ordonné faire feu contre ces capitaines Viola qui étaient responsables de ce qu'ils faisaient, mais même en ayant un enfant. Donc, ce n'est pas vrai que le terrorisme, la barbarie est inhérent à la lutte armée. Et les groupes qui en France font l'assimilation, d'abord ils la font depuis leur fauteuil, n'est-ce pas, avec la télécommande, mais deuxièmement, ils condamnent toute résistance armée, par exemple en Afghanistan, ou les Kurdes, qui font la lutte armée de façon non barbare et pour la liberté. Ils les condamnent. Pourquoi? Parce qu'ils l'assimilent à cette horreur barbare que s'est passée au sud d'Israël. Alors, un autre élément aussi dans la discussion, c'est par exemple le fait de qu'est-ce qu'on fait avec la population civile quand on prend la responsabilité de prendre les armes. Eh bien, encore une histoire de quelqu'un quand même qu'elle a vécu. Eh bien, dans cette région de Tucumán, comme on était en haut, non, on était dans la montagne, dans la jungle, parfois il y avait beaucoup de jeunes indiens qui s'incorporaient à la guérilla, non?
Et comme je vous dis, jusqu'à un certain moment, on avait un appui populaire très très fort, très enthousiaste. Alors, 2 ou 3 fois, nous sommes descendus dans des villages indiens, comme ça, des villages des coupeurs de canne, non? Et on était reçus par le village, etc. Il y avait un commissaire qui avait torturé, tué un mec, alors nous, on l'a pris, on l'a capturé. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces 2 ou 3 villages, à Chelal surtout, et après l'armée est venue, et il a il a procédé à des opérations de répression très très fortes. Ils n'ont pas massacré tout le monde, il faut dire la vérité, mais ils ont mis en prison, ils ont torturé un tas de jeunes indiens, etc. Quelle était la décision? Ben, la décision, c'était de ne plus descendre au village, même si ça provoquait un problème, causait un problème d'administration, d'avoir à manger, etc. Mais de ne pas descendre parce que si les combattants se cachent au milieu, ou sont au milieu de la population civile, mettent en danger la population civile. Et la population civile ne peut pas être un bouclier pour les résistants. Voilà. Alors donc, ça sont quelques points. Alors, ça a provoqué des discussions multiples et variées dans les différents réseaux dans lesquels on a publié, aussi dans Mediapart, etc. Mais effectivement, avec Bastien, on a dit que avant de commencer les points qu'on voulait développer, on voulait évoquer ça parce qu'effectivement, si grâce à des gauchistes mal réveillés, on assimile résistance à barbarie, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Parce que la droite, l'extrême droite, les fascistes comme Netanyahou, ne désirent pas autre chose que cette assimilation qu'ils l'offrent avec un plateau d'argent, les gauchistes mal réveillés, soit réalité. Ils veulent ça. Mais voyez, c'est vos gauchistes qui le disent. Il faut l'assimilation, résistance, terrorisme. Alors donc, nous, on tenait quand même pour commencer un séminaire qui sera cette année centré effectivement sur la question de façon un peu moins véhémente, effectivement, même si c'est la philosophie sale, ne sera pas à ces points-là véhémente. Mais on tenait à, bon voilà, à commencer par ça, parce qu'effectivement, au-delà de au nom de quoi c'était un acte de barbarie, un acte de terrorisme, toujours l'acte de terrorisme part d'un des points que nous contestons, qui est le point de la bipolarité coloniale, qui est de dire il y a eux ou nous. C'est-à-dire, effectivement, un des points centraux, effectivement, est que c'est toujours une multiplicité qui résiste, qui invente d'autres modes de solidarité. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, on est tous, ceux qui sont sensibles à ce qui se passe dans le monde, on ne peut qu'assister avec horreur à ce qui va se passer maintenant, comme ce que Netanyahou va faire à Gaza, comme les Égyptiens ne laissent pas non plus, ils ne vont pas accueillir non plus leurs frères gazaouis en Égypte. On va assister à ça. Sauf que, comme la question de Jérôme, d'une façon beaucoup plus tragique peut-être, quoique quand même ce qui s'est passé en Amérique latine, ce n'était pas non plus beaucoup plus soft, hein. Eh bien, la question c'est que par ce chemin-là, de l'affrontement symétrique, de l'affrontement avec un projet global, d'un État à la place de l'autre État, il y a quelque chose qui est historiquement condamné, et c'est ce qui va orienter, ce qu'on va développer pendant toute cette année. Moi, je pars après-demain en Argentine parce qu'il y a la réunion avec les Uruguayens, les Boliviens, il y a des gens qui ont participé à l'élaboration de ces hypothèses qui tournent tout autour de ça, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va essayer de développer cette année. C'est-à-dire de dire, effectivement, maintenant, effectivement, dans cette région du monde, c'est le piège total. C'est le piège total. Mais, donc, par rapport au piège total, la personne a une baguette magique, malheureusement. Mais, par contre, effectivement, à la demande
Mais qu'est-ce qu'il peut faire un peuple qui souffre une oppression coloniale? Qu'est-ce qu'il peut faire les laisser pour compte, les amener de la terre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, nous pensons qu'il y a une période historique qui est finie et qui est celle du paradigme colonial de la modernité, avec la bipolarité, avec la vision d'une politique verticale, et effectivement, l'hypothèse que nous allons avancer, mais après je laisse la parole si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ce point-là. Hein. Il y a des gens qui demandent la parole. Il y a des commentaires. Bon, alors on voit après. Oui, je finis juste. Effectivement, alors pour faire les liens d'une façon un peu plus, disons, calme, effectivement, ce que nous savons, c'est que quand nous travaillons la question de la complexité, nous avons vu et développé que dans des paradigmes complexes, la seule façon d'aborder et d'assumer la complexité, effectivement, est celle de participer en tant que vecteur à un tout, à un ensemble dont nous ne pouvons pas maîtriser la résultante. Donc, pour raccrocher épistémologiquement avec là où nous sommes restés l'année dernière. C'est-à-dire, nous on dit, hein, pour le dire avec ces mots-là, après je vais les avoir, effectivement, de notre point de vue, si nous sommes d'accord que nous sommes en train de vivre un pivot historique dans lequel les modes d'agir, les modes de produire, les modes de vivre dans le monde, du monde colonial des serfs est épuisé, n'est pas épuisé parce que quelqu'un l'a décidé. Elle est épuisée, j'essaie de raccrocher les wagons avec la dernière séance de l'année dernière. Est épuisé, nous on disait, parce que ce n'est pas que quelqu'un a décidé que la modernité est finie. Ce n'est pas que quelqu'un a décidé que le monde colonial del ser est fini par décret. Vous savez, comme Foucault, il écrit qu'un changement d'époque, un changement de paradigme correspond pour lui à un changement d'épistème. En comprenant par épistème cette socle épistémologique, cette socle qui crée un imaginaire, un mode de vivre, de s'aimer, etc., non, des rapports avec soi et le monde. De notre point de vue, la seule différence qu'on mettrait avec Foucault, c'est que s'il y a un changement de paradigme, de socle, d'époque, ce n'est pas l'engagé. C'est dû à des pratiques concrètes. Or, la fin de la modernité est effectivement les points culminants de l'Anthropocène. Alors, juste ça comme pour se situer, n'est-ce pas? Alors, nous, on disait à la fin de l'année dernière que la crise un peu finale de la modernité occidentale, que ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître, ça veut dire que dorénavant, se défend clairement avec un fuite en or. Bon, cette crise-là correspond à ces moments culminants de l'Anthropocène dans lesquels les modes de production, les modes d'habiter le monde de l'ingénieur, de la modernité, donc maître et possesseur de la nature, ces modes-là étaient arrivés à un point pivot parce qu'ils produisaient plus de destruction que de construction. On disait que ce point pivot est un point pivot qui ne correspond pas à des déclarations ou à des théories, correspond à ce que tout le monde peut expérimenter, et c'est ça le pivot actuel, tout le monde peut expérimenter, que si on continue comme ça, que c'est ce qu'ils disent même les grands du monde à Davos, hein, si on continue comme ça, on va droit au mur. Alors, nous on dit, ces points pivots et les points pivots dans lesquels ces modes-là qui a produit les désastres de l'Anthropocène, tout le monde sait que détruit plus qu'il construit. Alors, quelles sont les alternatives? Eh bien, les points qu'on disait, et que c'est quand même un des points qu'on va suivre, et que c'est un des points peut-être les plus compliqués à comprendre en Occident dans tous les cas, c'est que beaucoup de gens sont d'accord que l'Anthropocène et la crise de l'Anthropocène exigent de décentrer l'homme, l'être humain, du dispositif, n'est-ce pas? C'est-à-dire la modernité va mettre l'individu, l'être humain au centre du dispositif.
hein, maître et possesseur, etc., etc. Alors, si bien beaucoup de gens sont d'accord que dorénavant, il est absolument urgent de pouvoir avoir un point de vue pratique et théorique dans lequel l'être humain, ou comme on dit dans la modernité, l'homme, n'est pas au centre du dispositif, ce qui est très difficile par contre est de comprendre qu'il ne s'agit pas de déplacer du centre une entité qui va rester pareille mais en périphérie. Vous comprenez? Et c'est ce que Foucault appelle la mort de l'homme. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, décentrer l'être humain, l'homme, décentrer l'homme du dispositif moderne, est compris très souvent, surtout dans l'écologie politique, c'est compris très souvent comme les humains doivent se déplacer un peu et laisser la place aux autres, mais en gardant la figure de l'humain telle comme la modernité coloniale l'a construite. Eh bien, dans un des points centraux de l'agir dans la complexité de la résistance est celui quelles sont les conditions de construction, non pas d'un monde nouveau, d'une réalité différente, mais un homme nouveau, non pas dans le sens peut-être de Che Guevara, ou oui, ça dépend de ce qu'Ernesto comprenait par là, mais effectivement, ces défis-là est un des défis qu'on va traiter en particulier, qui est le fait de que tout le monde se rend compte qu'il faut laisser la place aux autres espèces, qu'il faut tenir compte des autres vecteurs de l'écosystème. Il manque un point qui est le point central, qui est ce que Foucault appelle la mort de l'homme, qui est le fait de qu'on ne peut pas garder la figure de l'humanité telle comme elle existait pendant la modernité coloniale et dire, mais on continue. C'est à tout petit la durabilité, non? Excuse-moi, vas-y. Par exemple, l'important, je pense, dans l'histoire, c'est la communication. Les communicants qui emploient des mots particuliers, qui sont symboliques, qui symbolisent certaines choses. Le terrorisme, ça symbolise la cruauté. Et la résistance, au contraire, c'est la gloire. On a connu ça après la guerre mondiale, enfin après la guerre ici en France. Il y a eu les phénomènes d'Algérie. D'ailleurs, je pense que les Français ont été un peu aidés des Argentins aussi à l'époque. Absolument. Donc voilà, il y avait une continuité dans cette histoire-là. Et on peut voir ça à partir de l'histoire, justement, ce qui s'est passé antérieurement et les phénomènes qui se passent actuellement. Et ben, on retrouve à peu près les mêmes structures, les mêmes phénomènes qui se mettent en place. Et simplement le fait de changer les mots, de ne pas s'approprier le langage du pouvoir, parce que le pouvoir c'est peut-être un peu gros, mais moi je vois ça comme ça, c'est le langage du pouvoir qui va nous dire si c'est bien ou si c'est mal, en fonction des mots qu'il va employer. On n'est plus dans une conquête, on est dans une pacification. On va civiliser les gens, et tout ce vocabulaire, il faut justement le comprendre à partir des symboles et pouvoir les restituer dans le discours commun, ce qu'on entend à la télé, ce qu'on lit dans les journaux. C'est à partir de là, je pense qu'il peut y avoir une véritable résistance. Je vois ça comme ça. Moi, effectivement, c'est-à-dire la question de la langue. Il y a Jean-Pierre Faye, le philosophe, qui a écrit il y a très longtemps un bouquin qui s'appelle Les langages totalitaires, dans lequel il montre comment c'est à partir des langages que petit à petit on peut voir la dérive des groupes communistes, populistes en Allemagne pré-nazi vers le national-socialisme. Comme il y a une dérive, non, dans laquelle les mots font une sorte de planche savonnée qui permet de... Parce que les mots, comme il disait Jean-Baptiste Avico, chaque mot est une fable. Alors, les mots racontent des choses. Les mots racontent des choses et l'utilisation des mots, effectivement. Alors, effectivement, la résistance passe par cette inventivité dans laquelle on ne peut pas avoir ni les langages de l'ennemi, ni les points de vue de l'ennemi, ni être en spécularité avec l'ennemi. Alors, l'affrontement est toujours ce qui va chercher les pouvoirs. Pourquoi? Parce que dans l'affrontement, il retrouve la bipolarité. Et une fois que la bipolarité est là, c'est ce que j'expliquais par rapport à ce qui nous est arrivé, eh bien, une fois que la bipolarité est là, avant que l'ennemi, un des deux, soit vaincu, ce qui est vaincu, c'est l'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Alors,
Oui, nous, on a beaucoup parlé ici par rapport à nos copines iraniennes, non? Sarah, qui nous a informé ce qui s'est passé en Iran. Alors, moi, je pense que c'est quand même pas rien que les trois États qui aujourd'hui sont en cause dans cette horreur qui se passe, que c'est l'Iran, Israël et bon, l'État, pour le nommer comme ça, de Hamas à Gaza. Les trois subissaient depuis un an, grosso modo, des manifestations et des oppositions permanentes. Non, permanentes. À Gaza, l'autoritarisme d'Hamas était contesté. En Israël, il y avait des manifestations tous les samedis énormes qui disaient Netanyahou est un fasciste, etc. Et en Iran, nous le savons bien pour ce que nous ont raconté nos copines, le contact qu'on a en Iran, on sait aussi qu'est-ce que c'était la lutte. C'est quand même pas rien que le lendemain du déclenchement de cette guerre horrible, ces trois pays ont trouvé l'unité du bloc national. C'est pas rien, hein, c'est-à-dire c'est pas rien que tout à coup il n'y a plus d'opposition parce qu'on a un ennemi. Non. Alors, moi je crois qu'effectivement, quand on parle de bipolarité coloniale, etc., de symétrie, bah, c'est voilà, c'est quand même. Mais bon, je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet-là ou si est-ce qu'on continue. Non, je crois pas. D'accord, parce que je pensais que Annick est là, Annick devait intervenir. Non. Oui. Annick, ça. Elle lève la main. Stevens. Oui. Elle veut prendre la parole, je pense. Oui, vaut mieux qu'elle puisse. Tu peux activer son micro, Christian? Elle peut le faire elle-même, mais je peux le faire. Ah. Ah, voilà. Rien d'activer le son. Ok, je pense que c'est activé, hein. Oui. Voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup de me proposer de parler. Non, mais comme je te l'avais écrit, Miguel, il me semble que si on réfléchit en rapport avec l'objet du séminaire, il faut plutôt se poser la question de quelles seraient les possibilités d'auto-organisation et d'alternatives que les Palestiniens de Gaza pourraient construire par eux-mêmes, donc pour éviter cette espèce de action du désespoir qui est puisqu'on nous oublie dans la situation horrible où on est, puisque la communauté internationale est devenue indifférente, puisqu'on ne parle plus de nous, manifestons-nous d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est ça exactement leur tactique, mais il doit y avoir une tactique de ce genre. Donc l'alternative, il me semble que dans la situation où ils sont, elle est beaucoup moins facile que dans le cas, par exemple, des peuples d'Amérique où il y a encore une terre, un territoire, il y a encore euh, une possibilité d'autosubsistance à condition de s'organiser et de retourner à certains modes de vie qui sont plus en rapport justement avec la subsistance naturelle. Mais à Gaza, il n'y a pas moyen. C'est surpeuplé, il y a aucune ressource, ils n'ont même pas leur eau, ils n'ont rien, rien. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait, en tant qu'observateur de toutes les autres organisations dans le monde, qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer? Je pense rien. La réponse, c'est rien. Et donc, je pense que, mis à part enfin, si, il y a peut-être une chose, c'est essayer de renforcer toutes les ONG qui sont enfin, qui sont depuis longtemps dans un processus de solidarité avec des associations palestiniennes, parce que ça, il y a des échanges de produits, des échanges de savoirs, des échanges de toutes sortes de médecine, mais ça ressemble tellement à de la, comment dire, à de l'humanitaire, parce que il y a tellement peu de ressources là-bas que c'est plus à sens unique que des vrais échanges. Donc, je veux dire, j'ai l'impression qu'on ne peut pas tenir un discours généraliste d'une manière générale, enfin, parler de toutes les situations comme si elles étaient uniques.
Et donc, parler de résistance contre une oppression, ça doit toujours être adapté à la particularité de l'endroit où on parle. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un cas désespéré. Ça justifie rien, c'est pas la question. Moi, j'étais bien d'accord avec la tribune et en particulier avec l'idée d'adéquation des moyens aux fins. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus, avec lequel je suis tout à fait d'accord et qui existe depuis longtemps, cette idée que si on n'adapte pas les moyens à ces fins, les fins vont être elles-mêmes complètement subverties et elles vont être déformées. Et si jamais on réussit, on ne sera plus les personnes qu'il faut pour construire une société, celle qu'on voulait au départ. Donc effectivement, ça justifie rien. Mais je dis, la question est quand même légitime de se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire quoi, dans ce cas précis. Oui. Merci. Alors, Annick, qui est philosophe, on l'a invitée aussi pour intervenir au cours de l'année parce qu'elle est très engagée dans des expériences de municipalisme, non? Des expériences concrètes de auto-organisation auxquelles il a participé, non? Et il participe. Alors, on l'a invité quand on va développer les différents modes de résistance. Par rapport à ce que tu dis, à vrai dire, bon, moi je me garderais bien de donner des conseils parce que je n'ai jamais mis mes pieds à Gaza et mes contacts avec le peuple palestinien est préhistorique quand j'étais très proche ami de la OLP avec Leila Charid, Elias Sambar, à l'époque de Yasser Arafat, mais c'est la préhistoire, quoi. C'est-à-dire, alors, je ne connais pas, effectivement. Mais par contre, ce que je peux dire, et que c'est pas généraliser quelque chose en oubliant la situation concrète. Mais c'est vrai que l'hypothèse décoloniale, à partir de laquelle tomber dans la bipolarité symétrique, spéculaire, est le piège, me paraît que l'hypothèse décoloniale peut nous donner quelques pistes dans le sens, non pas de qu'est-ce qu'il peut faire maintenant ces pauvres gens piégés, mais c'est vrai de comprendre malheureusement une des causes de ces désastres qu'ils vont vivre, qui est le fait d'être tombés malgré eux et à cause des les avant-gardes éclairées, n'est-ce pas, qui veulent le bonheur du peuple malgré le peuple. Une chose que nous pouvons essayer de comprendre, c'est qu'effectivement, éviter pour un peuple en lutte, éviter son uniformation en bloc, non? Que ce soit uniforme, que ce soit en bloc, et tout ce qui écrase la multiplicité non gouvernable, non disciplinable, c'est toujours un piège, n'est-ce pas? Il me semble que, alors, voilà, je ne peux donner aucun conseil, je me garderai bien de tomber dans une bêtise pareille de donner un conseil. Mais en tous les cas, je pense que ce que nous développons à partir des expériences que nous connaissons, et c'est qu'aujourd'hui on dit, pourquoi on dit qu'il y a un mouvement pivot? D'abord, c'est ce qu'on a travaillé l'année dernière et ce que j'ai évoqué un peu rapidement tout à l'heure. Nous pensons que nous sommes dans une nouvelle époque, l'époque dans laquelle la complexité n'est pas une théorie, mais qui est un mode de autoconstruction du monde. Le monde en soi, il y a quelque chose qui ne correspond plus du tout à la linéarité moderne, etc. Bien. Il nous semble qu'il y a quelque chose, c'est drôle parce qu'à l'époque des confinements, Covid, etc., des gens disaient, est-ce qu'on pourrait revenir au monde d'avant, non? Et à vrai dire, c'était très drôle parce que le monde d'avant était fini longtemps avant la Covid, c'est-à-dire que la crise radicale et profonde de l'Occident avait déjà eu lieu. Et la Covid arrive là-dedans. Et les gens, face à bon, ce que c'est la Covid, le confinement, le côté absolument inédit de ce qui s'est passé, ils disaient, est-ce qu'on pourra revenir au monde d'avant? Et la vérité, c'est que non, pas seulement on ne peut pas revenir au monde d'avant, mais qu'une des conséquences de la destruction de l'Anthropocène est que nous sommes tous condamnés à moyen court terme à la sobriété, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à consommer comme avant, on peut pas, vous savez, à Mayotte, il y a de l'eau 2 fois par semaine, par exemple, non?
Il y a d'autres endroits dans lesquels il n'y a pas de l'eau du tout. Alors, donc, effectivement, les confinements étaient comme une sorte de répétition à échelle mondiale du fait que l'individu roi de l'Occident qui dit « mais moi, je fais ce que je veux ». Ben non, tu fais pas du tout ce que tu veux, tu restes chez toi, à la niche, Médor, et tu ne bouges plus parce qu'on te met une amende, n'est-ce pas? Alors, effectivement, le confinement a eu cette mérite, si on peut dire entre guillemets, de montrer non pas les nouveaux mondes, mais les mondes qui étaient déjà là. Sauf que ça fait une sorte d'accélération et concentration, c'est-à-dire que l'individu roi, vous voyez, c'est-à-dire cet individu ridicule de la pièce de théâtre de Ionesco, le roi se meurt, hein, c'est-à-dire l'individu qui dit je suis libre arbitre, je sais pas quoi. Ça va pas du tout, tu vois, c'est une illusion et maintenant, bon, tu restes chez toi et tu bouges plus. Alors, tout à coup, il a eu une expérience, les individus occidentaux qui se sentaient rois édipiens du monde, et ils ont vu qu'il y avait des limites, non pas des bornes, mais des limites. Hein, c'est-à-dire, les bornes sont à dépasser, à écraser, je ne sais rien, à défaire. Il y avait des limites structurelles, n'est-ce pas? Alors, non, si tu fais ça, tu vas contagier, si tu fais, bon, etc. Il y avait des limites. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont voulu dire non, il n'y a pas de limites. Non, mais l'expérience de la Covid et du confinement était l'expérience dans laquelle on a dit à niveau mondial, écoutez les gars, la croissance infinie n'existe pas, la consommation infinie n'existe pas, voyager comme on veut n'existe pas, il y a des limites. Et c'est ça que les gens ont vécu de façon intensive. Sauf que les mondes d'avant auxquels il faisait référence, ça faisait au moins 30-40 ans qu'elles n'existaient plus. C'est-à-dire, les limites étaient déjà là, les limites à la pédanterie, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'anthropocentrisme occidental, ces limites étaient là, qui étaient les glaciaires, la disparition des espèces, tout ce qu'on connaît comme horreur. Les limites étaient là. Sauf que tout le monde s'en foutait des limites qui étaient là. C'était une question politique des écologistes. Et c'était une expérience, effectivement, du monde dans lequel on était, les mondes dans lesquels il va falloir quand même voir qu'il y a des limites. Ce monde-là est un monde guerrier. Un monde guerrier parce qu'effectivement, c'est un monde dans lequel, bien entendu, que les limites ne seront pas tous les mêmes pour tout le monde. Hein. Il y a ceux qui veulent venir profiter un tout petit peu, alors on les fait se noyer dans la Méditerranée. Il y a ceux qui sont les laissés pour compte, les surnuméraires, c'est-à-dire le monde des limites vu par le monde occidental et le monde de la guerre. C'est le monde dans lequel il y a des limites, oui, mais pour les autres, pas pour nous, n'est-ce pas? Alors, la question de la sobriété est une question centrale qui s'est jouée là. Bon, effectivement, un des points qu'on va développer, c'est ce qu'on appelle la sobriété joyeuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on peut avoir une sobriété qui ne soit pas disciplinaire, etc. Mais bon, ça, c'est comme parmi la résistance. Mais donc, si nous disons, il y a eu un pivot, ben, ce pivot-là aussi regarde, et c'est quand même un des hypothèses de base de notre séminaire, regarde les modes d'habiter les mondes et notre rapport avec nous-mêmes, avec les autres, avec la consommation. Alors, ça regarde aussi les modes de contestation. Bon, c'est là où moi j'ai dit, on ne peut donner des conseils à personne, mais c'est vrai que toute résistance, alors maintenant laissant de côté la question du terrorisme, mais toute résistance qui continue dans les paradigmes modernes de s'opposer appareil contre appareil, n'est-ce pas, dans une bipolarité, l'un contre l'autre, dans une symétrie spéculaire, eh bien, effectivement, a quelque chose est porteuse d'un échec en soi, parce que la décolonisation du mode de vie occidental, des sels, etc., passe par cette multiplicité-là. Et juste un tout petit détail, Annick, à vrai dire, les Indiens n'ont pas de territoire. Effectivement, c'est pas Gaza, les réalités sont pas comparables,
mais les Indiens, aujourd'hui, on continue à les réprimer, à faire n'importe quoi pour déforester, pour mettre les monocultifs de soja, pour les déplacer pour faire des mineries à ciel ouvert, n'est-ce pas? C'est-à-dire que non, la question de la terre pour les Indiens, non, c'est pas si très complexe, mais bon, c'est juste un détail. Juste, c'est quand même des réactions d'Antoine et aussi de Nadine, préciser quand on parle de terrorisme, nous, en tout cas dans la tribune, hein, dire qu'on n'est pas désigné tel qu'on parle d'acte de terrorisme, on n'est pas là dans une désignation d'un groupe terroriste, voilà, parce qu'il y avait une réaction de Nadine par rapport au Hamas, etc. Peut-être préciser aussi là-dessus. Par rapport à ça, notre position, bon, c'est une question peut-être pas très centrale, mais notre position, effectivement, est que il n'existe pas de barbares, il existe des actes de barbarie. Et il n'existe pas non plus des terroristes, il existe des actes de terrorisme. N'est-ce pas? Et alors, comme le dit Lévi-Strauss, hein, c'est-à-dire les barbares est une question de nomination. Hein, mais une fois qu'on nomine quelqu'un comme barbare, on peut lui appliquer la barbarie. Alors, c'est pour ça que c'est très différent de dire qu'il y a des actes de barbarie que de dire qu'il y a des barbares. Et moi, je ne pense pas qu'il y a des terroristes, comme si c'était substantiellement sont terroristes. Je pense que le groupe de Hamas a commis des actes terroristes impardonnables et qui condamnent surtout la cause palestinienne. Non? La première victime, c'est malheureusement et incroyablement la cause palestinienne en soi, qui, en s'adonnant à des actes de barbarie et des actes de terrorisme, c'est condamné. Très bien. Mais il n'y a pas des terroristes, il n'y a pas quelqu'un qui soit terroriste, il n'y a pas quelqu'un qui soit barbare. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, l'Occident nous a bien appris que pour pouvoir écraser l'autre, pour pouvoir dominer l'autre, il fallait dire que l'autre était tout autre, le tout autre. Que c'est ce qu'a fait Netanyahou comme bon fasciste, qu'il a dit sont des animaux. D'abord, pour les amis antispécistes, c'était quand même très offensant parce qu'effectivement, aucun animal fait ça. Mais on voit bien quand même traiter des animaux ou traiter des barbares signifie clairement que je peux m'autoriser à appliquer la barbarie sur les barbares. Et là-dessus, c'est drôle parce qu'il y a un copain d'une organisation très grande qui avait en Argentine de guérilla qui s'appelait Montoneros. Il y a un copain qui est Bervis, qui s'appelle Horacio Bervis, qui lui, il avait écrit un truc quand même en pleine lutte, comme il fallait le faire, hein, par rapport à l'éthique, non, l'éthique d'un groupe de résistance. Il a écrit pour en finir avec l'anthropophagie, on ne peut pas se bouffer des anthropophages. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne barbarie. Vous comprenez? C'est-à-dire, les tours gemelles, ce n'est pas la bonne barbarie. Vous comprenez? La barbarie, elle est toute une. Vous voyez? Il n'y a pas une fille qui se fait violer et tuer, mais non. C'est oui ou non. Et la barbarie, c'est non. Mais dire la barbarie, c'est non, ça ne veut pas dire qu'il y ait des barbares. Il y a des gens qui, à un moment donné, se laissent aller, ou ils provoquent, ou ils désirent un acte de barbarie. Mais il n'y a pas de barbares. Et ça, c'est très important parce que sinon, si nous acceptons la définition substantialiste, quand même, qu'il y aurait des barbares, alors là, on ferait remake, encore une fois, la position coloniale occidentale dans laquelle nous sommes tous des humains, mais certains plus que d'autres, moins que d'autres, n'est-ce pas? Alors, effectivement, non, même ces criminels, terroristes de Hamas, substantiellement, ce n'est pas des barbares ou des terroristes. Par contre, effectivement, les actes qui sont commis sont des actes de terrorisme. Alors, j'ai vu des gens qui disaient, mais les terroristes, il faut penser étymologiquement. C'est bien les pays dans lesquels on a le temps de penser à l'étymologie. Et nous, ce qu'on veut dire là, c'est qu'il y a des choses qui sont non. Alors, pour les étymologues et philologues, je suis d'accord avec tout. Sauf que, est-ce qu'il y a ou pas des choses qui sont non? Alors, violer une fille, c'est non, ou si elle a mini-jupe ou elle est israélienne, c'est mais. Hein? Tuer des enfants, tuer des civils, c'est non,
ou s'ils sont noirs ou israéliens ou je sais pas quoi, c'est mais. Est-ce qu'il y a un mais? Eh bien, il y a des actes, c'est ça notre position théorique et pratique, et plusieurs de nous avons payé avec nos corps, nos vies, dans cette position éthique, non morale mais éthique, c'est qu'il y a des actes qui sont non. Et c'est pour ça qu'un acte qui est non. Alors, je remercie les philologues qui m'ont éduqué aujourd'hui dans les réseaux en expliquant l'étymologie du terrorisme, etc., etc. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont non et qu'ils n'acceptent aucun mais ou pas? Eh bien, notre position, est-ce qu'il y a des choses qui sont non? Pourquoi? Eh bien, parce que si on accepte ces choses-là, nous faisons partie de ce qu'on voulait abolir. Vous comprenez? Nous, on devient ce qu'on voulait abolir. Et alors, c'est effectivement le passage en général évité. Oui. Désolé, on a peut-être un problème avec nos certitudes. Chacun a des certitudes, et ceux qui sont en face ont des certitudes aussi. Oui. Le problème, il est là. Comment juger quelqu'un qui a des certitudes? Oui. Quelle serait la place de cette personne qui a des certitudes et qui agit pour le bien de sa communauté? C'est je ça pense, le problème, je pense. Je pense que... Je pense dans une suite, de police, mais dans une suite particulière, on pourrait convoquer la culture. Il y a une culture qui nous a imposé cette culture, et, enfin, je sais pas, il y a pas mal de choses qui font qu'on peut supposer que ça ne peut plus durer, quoi, avec la pollution, tous les immigrants et tout ça. C'est des choses qui ne peuvent plus durer. Et ce qu'on a vu avec le Covid, justement, c'est pas un retour en arrière, mais peut-être un retour à notre propre culture. C'est-à-dire ce moment où la culture qui est censée nous protéger ne nous protège plus, même nous met à découvert finalement. On n'est plus protégé par cette culture, cette nouvelle culture qui nous a été imposée. Et donc, à ce moment-là, on revient à notre ancienne culture qui, elle, est plus de proximité, plus d'échanges interpersonnels qui font que, enfin, c'est peut-être illusoire, ce que je dis, mais moi, je vois ça comme ça. Je sais pas, c'est des constructions qui ont été mises en place et ces constructions sont en train enfin, il faudrait retrouver des bonnes interactions qui peuvent se généraliser, justement. Écoute, moi, je vais essayer de répondre juste sur la première partie. Effectivement, il y a des certitudes, et ces certitudes ne sont pas toutes folles, loin s'en faut. Ce sont des certitudes de survie, des certitudes face à des injustices, face à des oppressions, ce sont des certitudes. Moi, je reviens. Nous, ici, nous travaillons, d'un point de vue de la philosophie sale, comme on l'appelait, la question de la complexité. Or, la question de la complexité part justement de pouvoir s'émanciper de l'idée bipolaire dans laquelle soit ma certitude est vraie, soit ta certitude est vraie. Nous avons beaucoup travaillé sur les sens communs, sur le vécu, en essayant de comprendre justement comment la multiplicité est une réalité. D'accord ? Et dans un paradigme complexe, on part de la base qu'effectivement que l'autre a des certitudes et que moi j'ai des certitudes. Simplement, ce n'est que dans les paradigmes coloniaux dans lesquels il y a une certitude que doit être la bonne. Tu vois? Alors, ceci peut frôler avec le relativisme culturel. Mais pour nous, ce n'est pas le relativisme culturel parce que le relativisme culturel part de la base d'une série de petits universaux dans lesquels chacun est la vérité. N'est-ce pas? Donc, effectivement, ma certitude ne peut rien avoir avec la tienne. Dans ce que nous développons, que nous avons développé beaucoup plus épistémologiquement, plus philosophiquement les 2 années dernières, effectivement, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde dans lequel le défi, c'est de comprendre et agir effectivement dans la complexité, chose que ça veut dire pouvoir comprendre ces déplacements dans lesquels le rôle cartésien de l'être humain qui a des certitudes, qui a des pensées, qui a des modèles, peut se déplacer vers une multiplicité dans laquelle cette mode de pensée, eh bien, n'est plus dominant. Est-ce que ça veut dire le monde sans guerre? Pas du tout. Ça ne veut pas dire le monde sans guerre, ça ne veut pas dire pas de conflit.
Simplement, il s'agit de pouvoir sortir de ces modes guerriers occidentaux, non pas pour qu'il n'y ait pas de guerre ou de conflits, mais ces modes-là guerriers occidentaux qui est celui de la solution finale au problème. La solution finale, non? C'est ce qu'on a travaillé l'année dernière dans la déconstruction du modèle occidental anthropocentrique de la pensée de l'ingénieur. Hein? J'ai un problème, je suis au point A, je vais aller au point B. Ma question, c'est comment j'arrive au point B. Bon, le déplacement de l'anthropocentrisme part de ces défis très compliqués, de dire, ben non, je suis au point A, déjà c'est je suis au point A, on verra, n'est-ce pas? Mais de pouvoir se comprendre, se expérimenter comme multiplicité dans des multiplicités. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va développer dans l'année, avec un point qu'on a beaucoup travaillé avec les latinos entre nous, qui est l'idée quand même, vous savez, souvent, quand on dit comment abandonner les modes d'agir de l'ingénieur, non? Et souvent, effectivement, il sort l'idée de non-agir, les sagesses orientales de non-agir. Et nous, on montrait comment on développait l'année dernière ce point de vue dans lequel, justement, l'abandon de l'idée d'un agir individuel, un agir en tant que sujet, c'est ce qui permet l'action à niveau de la situation. Bon, ça dit comme ça, c'est un peu peut-être obscur, mais l'idée c'est ça, l'idée c'est d'arriver à comprendre, c'est par là qu'il passe la possibilité de comprendre comment, pas seulement on déplace l'homme du centre, mais comment on déconstruit cette idée, cette pratique, cette réalité de l'homme. Cette déconstruction, pour nous, est le défi principal. Il s'avère que dans des sociétés de l'estar siendo, comme les sociétés que je connais chez nous en Amérique latine, effectivement, cette centralité et cette construction de l'homme comme sujet n'a jamais eu lieu. Alors, ce n'est pas que ce soit un modèle, mais c'est quand même intéressant de voir que des cultures et des sociétés ont pu vivre et vivent encore sans que les humains se soient construits comme un sujet par rapport à un monde d'objets. La déconstruction de ce système sujet-objet, dans lequel le sujet c'est l'humain ou l'homme, eh bien, ça c'est pour nous un pas fondamental. C'est pas là, effectivement, laisse de côté l'idée de qu'est-ce que j'ai fait avec la certitude de l'autre. Parce que ces mouvements-là, donc de décentration de l'homme et de déconstruction de l'homme, c'est que Foucault, de façon un peu plus radicale, appelait la mort de l'homme, non? Eh bien, part de la base de qu'il n'y a plus un jeu qui a des certitudes. Il y a des hypothèses multiples, variées, en contradiction, en lutte même, c'est pas? Mais il n'y a plus cette unité dans laquelle on se barricade dans une identification. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre, ça ne veut pas dire que dans l'Amérique précoloniale, il n'y avait pas de patriarcat, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de guerres de conquête, les empires étaient très durs avec les peuples nomades. Simplement, c'est un autre rapport avec soi, avec le monde, avec la nature, qui aujourd'hui, à l'époque de la complexité, apparaît comme des voies possibles pour contrecarrer les désastres. Parce que, alors, je ne sais pas si, parce que bon, de toute façon, on ne va pas développer les points que j'avais ici dans mon PowerPoint, mais est-ce qu'il y a des interventions? Non. Tu regardes une série? Je réponds une question, mais... Tu réponds une question, ben réponds alors. Lui, toi avec nous. Il n'a rien à voir avec le séminaire. Il n'y a rien à voir avec le séminaire. Je sais qu'il y a tout à voir avec le séminaire. Bon, mais vas-y, vas-y. Bon, Je te rappelle que j'ai payé la pizza. Alors, bref, bon, il y a une question d'Antoine, mais du coup, je suis en train de répondre à Antoine parce qu'effectivement, répondre à sa question impliquait de dévoiler une bonne partie du contenu du séminaire, mais ça peut être. Dévoile. Non, mais ça peut être aussi l'introduction pour la suite. Donc, il y a une question d'Antoine qui dit est-ce que vous mettriez un mouvement comme Dernière Rénovation? Alors, alors, Antoine, tu pourras peut-être
peut-être préciser. Alors, moi, Dernière Rénovation, je sais que C'est un mouvement d'architectes. c'est un groupe qui lutte effectivement pour réclamer l'application des engagements de la France en matière de rénovation énergétique des bâtiments, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. Et qui est un groupe qui s'est fait connaître par des actions plutôt médiatiques et spectaculaires. En tout cas, de ce que j'en sais. Mais certains pourront préciser. Donc, il demande si on met ce mouvement Dernière Rénovation dans la spécularité vouée à l'échec. De la même manière, et question en arrière-plan, dit Antoine, est-ce qu'au contraire, un mouvement comme les soulèvements de la Terre, eh bien, excuse-moi Antoine, je ne sais pas si je traduis fidèlement, mais est-ce que les soulèvements de la Terre ont pareil, fait une action détachée d'une alternative? Donc, en gros, est-ce qu'un mouvement comme Dernière Rénovation, ils sont dans cette spécularité vis-à-vis du pouvoir? Et est-ce que derrière les soulèvements de la Terre, il faut voir un mouvement aussi en tout cas, qui ne se rattache pas, si je comprends bien ta question, Antoine, à une alternative? En tout cas, je vais Je répondre peux intervenir? à un mouvement que Je peux intervenir? Oui, Si, bien vas-y, sûr. vas-y. Bon, j'ai peut-être fait une syntaxe un poil compliquée, mais du coup, si je peux me permettre, tu fais un Si contresens. tu peux clarifier, oui, avec plaisir. Vas-y. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que ma question sur Dernière Rénovation et pouvant être rangée par Benassayac dans la spécularité vouée à l'échec, je reprends son expression, cette question-là, elle est en arrière-plan, que au contraire des soulèvements de la Terre, donc les soulèvements, c'est tout le contraire de ce que tu as dit, au contraire des soulèvements, leurs actions de Dernière Rénovation sont détachées d'une alternative. Les soulèvements de la Terre sont, eux, ancrés de manière parfois très directe, parfois un petit peu indirecte, mais enfin, ils sont quand même toujours rattachés à une alternative. Alors que Dernière Rénovation, c'est un mouvement, certes non violent, mais je dirais frontiste, qui vise à faire plier le gouvernement. Oui. Voilà. Donc Écoute, c'est une question un peu bon. Il se trouve que si je la pose, c'est pas pour emmerder le monde, c'est que bon, elle me concerne, que je réfléchis à ces choses-là, puisque en gros, j'y suis engagé, comme on dit. Ok, écoute, Antoine, je te réponds plus ou moins d'après ce que je peux te dire en ne connaissant pas les premiers mouvements. Hein. Alors, dans ce que nous nommons, ce que nous connaissons comme résistance-création, ce que je disais que ça s'inscrit toujours dans la longue durée, c'est ce que je disais au départ. Ces expériences-là, ces aventures, comment dire, je sais pas, non, ces projets, connaissent de temps en temps des moments d'opposition, mais l'opposition au pouvoir n'est pas l'axe central, n'est-ce pas? L'axe central, c'est effectivement développer des pratiques, des modes de vie et des constructions, par exemple, qui ne cassent pas l'environnement, tu vois, par exemple. Okay. Alors, les soulèvements de la Terre, pareil, c'est-à-dire l'axe central, ce n'est pas l'affrontement. L'axe central, c'est la défense du vivant, des modes de vie, aussi être un tout petit peu lanceur d'alerte. Moi, je pense que de façon différente, il existe une grande multiplicité de mouvements qui ne rentrent pas dans la spécularité seulement par le fait que de temps en temps s'opposent et qu'ils s'affrontent. Le fait de s'affronter est une dimension de plus dans la résistance-création. Avec Bastien, aujourd'hui, justement, on parlait d'un mouvement argentin de Santiago del Estero, des paysans qui s'appellent le Mocase, qui existent depuis 40 ans. Ce sont des coopératives ouvrières avec des Indiens, des paysans, non pas ouvrières, des paysans, non, qui fonctionnent en coopérative. Ils ont inventé de nouveaux modes de propriété, d'échange, de solidarité, et qui aussi, ils sont tous, presque tous, ils sont armés. Non? Alors, le gouvernement central, il fait l'idiot, n'est-ce pas? Et alors, de temps en temps, les Mocase, donc depuis 40 ans, construit dans une région du pays, à Santiago del Estero, construit un mode de production, de solidarité, de distribution, etc., des propriétés, construit un mode différent, tout à fait alternatif. Et de temps en temps, ils vont dans des niveaux d'affrontement très, très forts. Hein? Et de temps en temps, c'est plus léger. Alors donc, moi, je ne mettrais pas comme ça une différence par rapport à s'affronter ou pas s'affronter. Ce que je dirais, c'est que
dans la résistance création qui s'inscrivent dans la longue durée, la multiplicité de l'action est plutôt centrée sur la création et l'affrontement, il est assumé comme une nécessité de temps en temps à des intensités diverses. Je ne sais pas si ça te répond à ta question, Antoine. Oui, c'est-à-dire que tu y réponds au sens où, en effet, dernière rénovation, et j'y insiste, bien que la non-violence soit tout à fait ancrée chez eux, et qu'ils la respectent parfaitement, est un mouvement qui est dans la spécularité. Bon, c'est pas exactement ce que j'ai dit parce qu'en plus je ne les connais pas. Non, je pense pas que. Non, mais toi, tu as cité tout un certain nombre d'exemples. Finalement, en faisant ta chute sur les soulèvements, en effet, de gens qui peuvent avoir des temps d'affrontement éventuellement armés, donc d'après ce que j'ai compris dans l'exemple que tu as donné, mais dont ça n'est qu'un moment du développement d'une alternative. Voilà. Alors que Oui. dernière innovation ne développe pas d'alternative à proprement parler. Leur question, c'est de faire plier le gouvernement avec des méthodes que vous avez vues dans les médias qui ont évolué. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que ma question, elle était structurale par rapport à ça. Et je prenais cet exemple parce que ça me paraissait peut-être attaquer à limite du raisonnement du fait de son caractère non violent. Mais si je te suis un peu au pied de la lettre, que ce soit non violent, ça changerait pas grand-chose à la question de la spécularité à partir du moment où ce n'est pas ancré sur le développement. Absolument. Dire que n'est pas violent. Je voulais aller te pousser, quoi. Je voulais te pousser jusqu'au bout de. Non, dire qu'on n'est pas violent, ça, c'est aucune garantie de ne pas tomber dans la spécularité, absolument. Et alors, moi, je te parle de ce que je connais. Pendant beaucoup d'années dans le DAL, le droit au logement. Oui. Et les DAL développent une sorte de résistance de longue durée avec les grands Jean-Baptiste Hérault et tous les amis qui participent, de très longue durée avec des expériences, avec vraiment une expertise dans cette contestation solidaire. Et à un moment donné, il est apparu, je me souviens pas comment s'appelait, un comédien français plus ou moins connu, qui a fait installer au bord du canal Saint-Martin, question que ce soit à Beauvoland, tant que faire, on ne prend pas le métro, des tentes. Et pendant une semaine, il y a des gens qui dormaient dans des tentes. Et alors, ça a eu toute la presse, le président de l'époque, je crois que c'était Sarkozy, même il a dit qu'il était très touché. Les DAL, ça faisait des décennies qui développait une résistance et création de longue durée en jouant toujours sur ce qui vraiment joue la résistance, qui est les limites entre légalité et légitimité. Hein? Nous revendiquons toujours depuis la résistance une légitimité, qu'elle soit légale ou pas, etc. Là, tout à coup, arrive la spectacularité de la chose. Et bon, effectivement, là, c'est un exemple un tout petit peu pouf, parce que ça fait pouf, parce que bon, voilà, après, les gens, ils devaient aller à leurs différents studios de publicité pour travailler. Et alors, effectivement, ça fait un pouf, que juste ça voulait être un coup. Eh bien, là, on est dans une spectacularité. Et alors, la spectacularité, dans les mots propres, qui voulait dire, face au monde de la société des spectacles, on oppose un spectacle alternatif. Alors, effectivement, là, donc, pour moi, la barrière ne passe pas du tout, jamais, par non-violent au violent. C'est-à-dire, on peut être tout à fait spéculaire et symétrique en étant non-violent, parce que, par exemple, on parie sur les caméras de télévision qui vont venir te filmer, ou on peut être spéculaire, effectivement, quand on tombe dans les pièges des armées contre armées. La violence ou non-violence, en plus, c'est vraiment un problème parce que je trouve très difficile de vouloir changer un certain rapport de force, de construire des alternatives en promettant au pouvoir qu'on va toujours traverser par les clous. Moi, non, enfin, juste pour, pas pour répondre à la question de dernière rénovation que je connais pas plus qu'à, mais il me semble que la question que tu poses, Antoine, c'est que je suis pas certain que dernière rénovation, c'est la question de la spécularité, mais il me semble que leur action répond plus à cette dimension de la résistance. Le premier pas de la lutte passe par l'expression d'un nom un peu à la star de Bartleby, c'est-à-dire effectivement d'un nom qui ne propose rien, mais qui est un nom radical, et qui effectivement, de ce point de vue-là, ne tombe pas dans le piège de la spécularité du pouvoir, qui le pouvoir, lui, va demander, OK, qu'est-ce que vous proposez concrètement?
de ce que je connais de leur action et de leur mode d'action, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est effectivement cette résistance qui est le premier pas de toute rébellion qui commence par dire non. Bien, on va dire oui. Alors, bon, écoutez, merci beaucoup à ceux qui sont là, ceux qui sont par Zoom, ceux qui nous verront par YouTube. Comme d'habitude, je vous invite, dans la mesure des possibles, de venir en présence parce que ça aide à la dynamique. Mais autant les gens qui nous suivent par Zoom peuvent intervenir. Je répète, les gens qui nous suivent par YouTube peuvent aussi intervenir en contactant les sites du collectif Malgré tout et mettant ces questions dont on tiendra compte. Et notre prochain séminaire, vous pouvez non arrêter maintenant. Là, j'étais en train de passer les jingles, c'est ça? Ah, d'accord. C'est le 15 novembre. C'est le 15 novembre. Non, sincèrement, là, tout était une sorte d'articulation parfaite. D'accord. Et les pubs allaient arriver et tout. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que soit on peut prendre des questions, des interventions, mais on continue à ce niveau-là, mais on ne va pas développer les points qu'on avait préparés pour le premier séminaire. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord que oui, qu'on prenne encore des interventions, des questions. Voilà. Vas-y. Ouais, moi, c'est la première fois que je viens extérieur des cours, je trouve ça super fascinant. En fait, comment dire, j'ai dans j'avais un séminaire avant, ou deux, ou peut-être 10, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'une part, de cette résistance créative, quoi qu'il arrive, elle est toujours à nos positions. Je me dis jusqu'à quel point la résistance, comment dire, c'est comme si on devait avoir un pouvoir pour que cette résistance existe, et donc la position des luttes pour changer les choses, on va dire comme ça, est vouée à toujours être un peu à nos positions. Enfin, c'est un truc un peu dialectique. Ça, c'est une question qui peut un peu développer. Et d'autre part, je me pose aussi la question de comment la résistance créative, elle arrive un peu à s'organiser, et c'est dans cette organisation même, elle n'est pas aussi un peu vouée à être subordonnée au pouvoir. Voilà, oui, alors Elise elle pose la question de l'hégémonie, non, de l'hégémonie. Si est-ce qu'il faut que toute résistance-création ait besoin d'une hégémonie à laquelle s'opposer? Alors, à vrai dire, la résistance-création elle ne part pas d'un modèle, d'une idée, d'un programme politique. C'est là où nous pensons que ce sont des modes décoloniaux non occidentaux de s'engager, de vivre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que effectivement, ce n'est pas qu'on a une idée de comment le monde doit être, et alors on agit par rapport à cette idée, qu'elle est propre de la pensée de l'ingénieur occidental, c'est-à-dire l'ingénieur pense qu'on doit être le pont et il construit le pont. Coûte ce qui coûte, et il y va. Bon. Dans ce que nous nommons cette résistance de longue durée, cette alternative création, pour la nommer comme ça, il n'y a pas de bon mot, nous ne l'avons pas trouvé dans tous les cas. Et là-dedans, il s'agit plutôt de ce qu'on pourrait dire une sorte d'excès de vie. Tu vois, c'est-à-dire par rapport à une réalité quelconque, il y a comme une sorte d'excès désirant, un excès d'inventivité, un excès de création, c'est-à-dire dans lesquels des personnes, des groupes, etc., peuvent imaginer que ça peut être autrement, mais dans la pratique. Tu vois, non pas qu'il y a un modèle, il y a des pratiques qui sont en excès. Tu vois, c'est-à-dire que, pour dire comme ça, c'est rendre compte qu'on est en train de transgresser une hégémonie, ça arrive après qu'on a développé la pratique. Alors, pour parler de quelque chose qu'on connaît tous et que moi j'ai vécu, quand à la dernière époque de la dictature argentine, au Brésil, en Argentine, en Uruguay,
en Paraguay un tout petit peu, face à la crise économique, des paysans, ils ont commencé à occuper des terres fiscales en général, des terres de l'État, pas des terres privées, parfois oui, parfois non, mais bon. Et alors ils occupaient les terres. Et ils occupaient les terres, et d'abord des petites franges de terre, ils cultivaient, ils échangeaient, tu vois, il y avait tout un mode d'échange, des propriétés différentes, parce qu'ils occupaient des terres qui n'appartenaient à personne ou à l'État. Et donc, à cette époque-là, donc, les gens disaient, bon, mais voilà, vous êtes pour la réforme agraire, on le demandait, tu vois, les autres, c'est sûr qu'ils ne savaient même pas que ça voulait dire réforme agraire, ou vous êtes contre la propriété privée, tu vois. Et en fait, ce qui était très fort à l'époque, pour moi, ça a été quelque chose de très fort, c'est de voir que c'était comme une sorte d'action qui a précédé toute réflexion, toute conscience, et qui explorait des possibles, tu vois. Ils se sont rendus compte qu'il était possible de cultiver des terres, que comme il était pour de l'État et non pas d'un gros propriétaire terrien, donc ils n'allaient pas venir tout de suite les tuer, parce que c'est ce qu'ils faisaient les propriétaires terriens, c'est-à-dire si tu occupes la terre. Et alors, c'est développé petit à petit, par exploration empirique, se sont développés des nouveaux possibles. Tu vois. Moi, je pense qu'à niveau des rapports sociaux, amoureux, artistiques, les choses se développent comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est le propre du vivant, quelque part. Tu vois, c'est une sorte de propre, un élan propre au vivant d'explorer des possibles. Alors, la différence avec l'idée de l'ingénieur occidental, c'est que tu n'as pas un modèle qui te dit je dois répartir la terre pour celui qui travaille. Tu n'as rien. C'est l'expérience empirique toute seule qui déborde quelque chose. Là, dans le cas de Santerre, c'était drôle parce qu'il débordait même une clôture, n'est-ce pas? Mais ce débordement est toujours l'invention du nouveau par exploration. Tu vois. Alors, pourquoi résistance? Pourquoi garder les mots? Peut-être que ce n'est pas un bon mot, mais dans tous les cas, alternatif, oui, parce que de fait, c'est une alternative. C'est une alternative parce que c'est une alternative qui, malgré les protagonistes, questionne une hégémonie. Tu vois? C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle résistance-création ou alternative de longue durée, etc., à vrai dire, c'est je vais explorer quelque chose qui est légitime pour moi, est légitime de vivre, est légitime d'explorer de nouvelles formes artistiques, est légitime d'explorer de nouvelles formes amoureuses, ou de sexualité, ou de genre, comme tu veux. Est légitime parce que ça sort d'un élan, tu vois. Mais tu te rends compte que dans l'après-coup, et parfois à force de coup, que ta légitimité a transgressé une légalité, tu vois. Or, ces mouvements-là est un mouvement presque ontologique, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de recherche scientifique sans le fait que des gens s'entêtent, non, à questionner les limites de la légalité, dans cette fois-ci la légalité, disons, la doxa dominante, disons, scientifique, non? Mais tu questionnes, mais tu ne questionnes pas, tu vois, quand tu es chercheur, tu ne questionnes pas une légalité, entre guillemets, tu comprends ce que je veux dire, non? Tu ne questionnes pas une légalité parce que tu veux questionner la légalité. C'est parce que dans ton excès de travail, tu as exploré des champs de légitimité que sans te rendre compte, et en général, ce qui se passe, c'est que le peintre, l'artiste, les danseurs, les paysans, je sais pas, tu vois, tout, se rend compte après coup parce qu'il reçoit, ce que tu veux, des coups, des critiques, tu vois, où il se sent tout seul, tu vois. Et tu te rends compte dans l'après-coup qu'en explorant des champs de légitimité, donc des possibles, tu as transgressé la légalité. Tu comprends? Alors donc, ce n'est pas qu'il faut une hégémonie pour qu'il y ait une alternative. Mais l'alternative trouve accidentellement l'hégémonie face à elle. Alors, ça se passe plus ou moins bien. Tu vois, ça se passe plus ou moins bien. Mais nous ne nommons pas ces expériences de légitimité, nous ne nommons pas avant-garde. Tu vois, nous pensons que ce sont des explorations multiples, contradictoires, tu vois. Ce n'est pas une avant-garde. Pourquoi? Parce qu'ils ne construisent pas un modèle que les autres vont suivre. C'est contagiable, c'est émulable, c'est contaminable, pour dire comme ça. Tu vois? Mais ce n'est pas une avant-garde dans notre paradigme, pour dire comme ça. Et alors,
tu me disais, ça c'est par rapport à l'hégémonie, tu m'as dit le deuxième c'était. Ouais, c'est juste la question comme ça de l'organisation et Ah oui, en fait, ouais, la même organisation, ouais, elle ouais, aussi ouais, coordonner un ouais, pouvoir. absolument. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très dangereux et que nous l'avons vécu dans des différentes expériences au Mexique, en Bolivie, en Argentine, de partout. C'est le fait de que, et ça c'est un tout petit peu le rôle d'une pensée alternative, tu vois, qui est d'aider à proposer un autre paradigme à des pratiques empiriques. Pourquoi? Parce que quand ces pratiques de légitimité, non, d'exploration se développent, à manque d'un paradigme, d'une théorie, d'une façon de concevoir ce qu'on est en train de faire, alternative, on produit le nouveau, mais on les pense avec les paradigmes anciens, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé chez toi, c'est passé chez nous, c'est passé partout. Tous ceux qui sont développés, bon, chez toi, les Mapuches au sud ne font pas ça, mais disons les alternatives au nord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui développent des pratiques innovantes, légitimes, etc., faute d'une conceptualisation alternative, ils disent, bon, mais maintenant qu'on a développé tout ça, maintenant il faut aller vers le pouvoir. Pas prendre le pouvoir, mais avoir un député, c'est adresser aux députés, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé chez nous en Amérique du Sud. C'est-à-dire que toutes les expériences alternatives horizontales, faute d'avoir une conceptualisation, une vision de comment on peut organiser la société, une fois qu'il y a une telle puissance horizontale, ils sont tombés de nouveau dans la verticalité des partis. Tu vois, que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. D'accord, ils sont tous partis, mais vraiment, ils sont tous partis. En Argentine, ils sont tous partis, il n'y avait plus aucun parti politique, il y avait 4 gouvernements renversés en 15 jours, un truc comme ça. Vraiment. Mais cette puissance horizontale, n'étant pas capable, malheureusement, de faire émerger une nouvelle conceptualisation, un nouvel paradigme de comment on bouge, comment on gère la société, s'est réabsorbé et le triomphe des groupes de progressistes aux élections était la preuve de l'échec. C'est-à-dire qu'ils sont revenus avec les mêmes histoires progressistes. Alors, nous pensons que ce n'est pas que, oh, dommage, c'est réabsorbé comme la marche verte en Iran, hein, qui était quand même un projet d'horizontalité absolue. Eh bien, nous ne disons pas, ah, ben c'était un échec. Non, nous pensons que la marche verte en Iran, comme tous les groupes horizontaux qui sont développés en Amérique latine et qui existent encore de façon moins forte, mais existent, de Rio Grande jusqu'au Ushuaia existent, eh bien, ce sont les premiers essais à une taille énorme, macro, des nouveaux paradigmes, de la nouvelle façon d'agir. Hein. C'est-à-dire les insurrections en Iran, qui sont sans modèle, non, mais qui disent non, c'est pas possible. Bah, c'est quand même les pas des nouveaux possibles. Eh bien, on n'a pas une conceptualisation encore, tu vois, c'est-à-dire ces pivots. Les pivots à opérer, c'est-à-dire c'est clair qu'on ne peut pas opérer comme avant. Mais c'est clair aussi qu'il est très souhaitable d'éviter que les expériences horizontales, faute de tout un travail de conceptualisation, de compréhension du nouveau, retombent dans les bureaucratisations verticales. Alors, les organisations se bureaucratisent, oui, se bureaucratisent la plupart, tu vois, et un des éléments effectivement à étudier, à voir, c'est les caractères éphémères, pas mal de, tu vois, changer un tout petit peu, mais ça c'est quand même tout un boulot, changer un tout petit peu notre rapport avec l'éphémère. Chose que dit d'une autre façon, ça veut dire rentrer en amitié avec la vie, tu vois, la vie, et non pas le rock, tu vois, c'est-à-dire avoir une conception non triste, au contraire joyeuse de l'éphémère. Hein? Pouvoir comprendre que, comme on dit, l'irréversible même niche au cœur de l'éphémère, pour le dire comme ça. Alors ça, ce sont des phrases, on va développer à quoi ça s'agit. Mais c'est vrai que, bon, la bureaucratisation, l'esclérosement des mouvements, des réalités, si nous n'avons plus comme objectif c'est reverticaliser,
déjà, c'est quand même pas mal. Et si nous pouvons commencer à comprendre que l'éphémère fait partie d'un tout en devenir, n'est-ce pas? Et que l'objectif, ce n'est pas se verticaliser et s'opposer appareil contre appareil, c'est quand même pas mal. Alors, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler au milieu d'un monde qui présente des guerres en pure verticalité, mais c'est une dimension. Partout, en Occident, en Afrique, en Amérique latine, il y a des myriades d'expériences d'horizontalité et de nouveaux types de protagonisme. Partout, n'est-ce pas? Alors, on n'est pas en train de parler de comment ça nous plairait que ce soit l'anniversaire de Pepito. On est en train d'essayer de comprendre ce que concrètement est en train d'arriver et de participer à une conceptualisation de ce qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que souvent, dans les expériences alternatives, les gens disent on fait ça faute de mieux. N'est-ce pas? On fait ça en attendant qu'il y ait une sortie politique. Et notre question est de dire mais la politique et l'objectif est ici, dans cette multiplicité. Mais bon, enfin, c'est un tout petit peu, comme on disait, l'ouverture, vous voyez, pour un opéra, c'est l'ouverture de notre séminaire. Voilà, alors je ne sais pas si avec notre tribune et l'explication de la tribune à laquelle Théo et Bastien ont participé énormément aujourd'hui, ils ont expliqué beaucoup de choses, et va nous couper d'une partie de nos amis qui nous suivaient ou pas. Dans tous les cas, on préfère plutôt que vous conflictuellement, vous participez direct ou indirectement dans cette discussion. Et donc, c'est les 15 novembre, on continue. Là, je serai rentré 2 jours avant, 3 jours avant, de l'Argentine, où il y aura eu lieu ces réunions de présentation des hypothèses. Je vous raconterai quel écho a eu tout ça là-bas. Bon, alors, à la prochaine. Il y avait une question, je ne sais pas si... Jérôme, j'avais oublié que Jérôme ouvre la soirée et la ferme. Vas-y, Jérôme. Non, c'était parce qu'une fois, tu avais parlé en Argentine, tu avais voulu presque mourir un jour, le jour où en fait il y avait des assemblées populaires dans la ville, où il y avait des mouvements de résistance, où il y avait de la monnaie de troc, et que ce qui avait mis un frein à ça, quelque part, c'était aussi l'architecture et la distance qu'il y avait entre les gens, que la ville, dans sa façon d'organiser les regards, les distances entre les gens, avait aussi eu un poids, et j'aimerais bien qu'un jour tu développes cette partie-là. Voilà. Pas forcément. Non, c'est très autobiographique, mais c'est vrai que je te l'avais dit, mais c'est vrai qu'au moment le plus fort des développements des contre-pouvoirs en Argentine, en 2000, 2001, quand on avait dégommé 4 gouvernements de semaine, quand il y avait des assemblées populaires partout, il y avait des assemblées populaires, par exemple, des voisins par quartier, après une assemblée, des assemblées, et les militants n'avaient pas le droit de venir en tant que militants. Ils pouvaient venir en tant que personne représentant une expérience, mais les militants ne pouvaient pas venir en disant j'appartiens au parti révolutionnaire, super révolutionnaire, je sais pas quoi. Donc, les militants avaient une toute petite assemblée très triste à côté dans laquelle ils discutaient de comment le monde doit être, avec le journal sous le bras, ils disaient regarde comme si. Voilà. Et alors, ces jours-là dans lesquels il y avait des assemblées partout, après, c'est pas 20 ans de lutte, 25 ans de lutte, en ayant laissé tout ce que j'aimais sur les carreaux, avec tout ce qui s'était passé, tout à coup, j'étais en train de vivre un moment dans lequel il y avait une sorte d'apparente émergence d'une possibilité de contre-pouvoir, parce que quand j'ai rentré les années antérieures des régions où on occupait des terres, j'ai rentré dans Buenos Aires, dans Babylone, et je me disais, mais comment on pourra un jour faire pour que quoi que ce soit change? Et tout à coup, je me trouvais au milieu. Comme ça, je me souviens qu'avec Florence Aubenas, on était arrivé à Buenos Aires et on sortait de l'hôtel. Il y a une dame qui nous dit venez, venez, que là, il distribue des choses. Nous ne comprenons rien. Effectivement, on y va. Il y avait un supermarché, il y avait un tas de gens à la porte et les gérants du supermarché négociaient qu'est-ce qu'ils devaient leur donner à ces gens-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'était une pratique courante.
Et alors, effectivement, j'ai dit à Jérôme d'une façon un peu romantique et bête que j'aurais bien voulu mourir ces jours-là, comme ça je ne connaissais pas la suite. Bien. Alors, au camp, alors. Miguel, la question c'était, est-ce que tu disais... Ah non, Jérôme. Si, je suis désolé. Non, c'était par rapport à la distance des regards et que Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas compris. Vas-y, Jérôme, pose ta je disais question. que la distance des regards entre les gens, que l'architecture même de la ville faisait partie de Est-ce qui empêchait les changements? empêchait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter avec Annick. Je pense, parce qu'effectivement, c'est que nous nous sommes rendus compte après, puisque ce jour-là, je n'ai pas fait un arrêt cardiaque final, c'est qu'on s'est rendu compte après, c'est que ce qu'on appelle l'individu, ce n'est pas les personnes, c'est les personnes, les immeubles, l'architecture, l'urbanisme, les métros. C'est-à-dire que l'individu, c'est vraiment un mode de vie dominant qui, pour lequel s'opposer à celui-là, il ne suffit pas de mettre les bons hommes et les bonnes femmes et les chiens dans des assemblées, parce que ce qu'on appelle l'individu, c'est quelque chose de très matériel, avec une force matérielle très très forte qui va dès l'architecture, les modes de circuler, les modes de bouffer. Effectivement, là où j'avais été idéaliste, c'est de croire qu'il suffisait de réunir des mammifères bipèdes pour changer l'individu. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte, c'est que Brodel explique, n'est-ce pas, dès que, eh bien, l'histoire n'est pas faite par les humains. Les humains participent à l'histoire et donc il ne suffit pas de mettre des bipèdes ensemble pour changer les choses, parce que le changement est quelque chose de beaucoup plus profond et qui correspond à d'autres modes d'architecture, d'urbanisme, de circulation, de désir. Et tout ça, Annick, on compte sur toi. Non, elle va pas venir si j'avais tout ça. Voilà, et tout ça, c'est ce qu'on va développer justement parce que c'est les points de discussion frontale avec les Indiens de nos groupes. C'est qu'ils disent, nous, on s'en fout des villes. Et nous, on dit, oui, mais 70% des habitants de cette planète vivent dans des villes. Alors, comment est possible la construction d'alternatives dans des villes? Et cette construction d'alternatives dans les villes, c'est ce qu'on compte développer, effectivement. Voilà. Bon, maintenant, Jérôme, est-ce que je peux aller manger la pizza? Ciao. Au 15 alors.